Je suis content que vous soyez aussi nombreux dans cette conférence. Je remercie dès le départ E9 d'avoir organisé cette conférence. J'ai accepté parce que je trouve que E9 je ne dirais pas une institution, mais enfin c'est une entreprise vraiment originale qui offre beaucoup de moments de récréation et de discussion. D'ailleurs, ça vit sur beaucoup de bénévolat et c'est pour cela que ce serait bien d'ailleurs qu'en partant que vous fassiez aussi le bénévole pour E9. La conférence que nous abordons ce soir, c'est un thème extrêmement important, mais que souvent on n'aborde pas, c'est la question des Amérindiens dans la Caraïbe et en particulier en Martinique, et comment cette civilisation, ces autochtones qui étaient là, comment ils ont disparu. Alors le thème peut être très long, je vais essayer d'être assez bref, et puis nous allons en discuter ensemble. Nous avons là une carte de la Grande Caraïbe, une partie de la Caraïbe, où, si vous regardez bien, vous voyez à l'est de la carte, là je suis en train de passer le curseur, tout ce qu'on appelle les Petites Antilles, dans laquelle se trouve d'ailleurs la Martinique ici. Je ne sais pas si vous voyez, hein, oui. Hein? Et puis vous avez les Grandes Antilles. Vous voyez d'ailleurs que c'est immense, avec les grandes îles comme Cuba, comme la Jamaïque, comme Haïti, comme Saint-Domingue et comme Puerto Rico, qui d'ailleurs, ces quatre îles sont beaucoup plus importantes que toutes les petites Antilles. Les Amérindiens, on commence à connaître ce qu'a été le tracé des Amérindiens, et en particulier à faire disparaître toute une série d'âneries, pour employer un terme un peu grossier, qui a été utilisé. Ils viennent du sud, du nord de l'Amérique du Sud, dans cette région que je vous montre. C'est-à-dire, si on part de l'est de la Colombie, si on prend le Venezuela et si on prend les Guyanes, c'est cette région que les gens appelaient la terre ferme, que les Espagnols ont appelé la nouvelle Andalousie. Et c'est de là, en particulier, d'un petit fleuve ici, qui s'appelait l'Orinoco, que sont parties les premières migrations. Ces premières migrations ont pour origine des éléments écologiques, parce qu'ils vivaient dans une vallée. En général, d'ailleurs, les peuples s'installent dans des vallées parce que c'est beaucoup plus fertile. Et naturellement, il y a eu une croissance démographique extrêmement importante. Et cette croissance démographique, pour ces peuples, ont fait qu'ils ont quitté la vallée et qu'ils sont partis, qu'ils ont arrivé à Trinidad. Vous voyez ici, sont passés à Tobago. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les îles, mais enfin, ils sont passés ensuite à Grenade. Ils ont remonté tout ce qu'on appelle les Grenadines, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, à l'est, la Barbade. Ils ont fait la Martinique, la Guadeloupe, et Montserrat, Antigua, Saint-Christophe, Saint-Martin, Saint-Eustache, Saba, Saint-Barthélemy, et puis ils sont allés, y compris dans ce qu'on appelle les îles Vierges, y compris avec l'île de Sainte-Croix. Mais ces Amérindiens sont allés aussi dans les grandes îles. Et ces Amérindiens
sont ce qu'on appelle les Arawaks. Alors pourquoi les appelle-t-on les Arawaks? Parce qu'ils viennent d'une tribu qu'on appelait les Aouags ou les Alouags ou les Aouags. Et cette tribu des Alouags s'est implantée depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les années 1800 avant Jésus-Christ. Ça fait déjà donc beaucoup de temps. Et ils sont venus par vagues successives, c'est-à-dire que vous aviez des groupes qui partaient comme ça sur plusieurs siècles. Et ils sont partis, et ils se sont installés. Et une population qui était nomade est devenue sédentaire, mais après s'est installée dans toutes les îles. Alors, dans le nord, on les appelle des Taïnos. Parce que vous allez à Cuba, à Saint-Domingue ou à Puerto Rico, ce sont les Taïnos, mais ils ont gardé le nom, on leur a gardé le nom d'Arawak pour le sud, c'est-à-dire pour les régions des Petites Antilles. Ces Arawaks qui sont venus en plusieurs séries, on a dit d'eux qu'ils étaient de type saladoïde, c'est-à-dire qu'ils venaient d'un village qu'on appelle Saladero. Et en particulier, on a étudié avec les fouilles maintenant et avec l'importance de la recherche, en particulier ce qu'on appelle les ADN, etc. On a pu non seulement dater des squelettes, mais on a pu aussi, y compris, retrouver leur mode de culture. Alors parmi leur mode de culture, mais ça on le sait déjà, eh bien ce sont des gens qui ont apporté la patate douce, qui ont apporté le manioc, qui avaient des fruits comme l'ananas, qui avaient des fruits aussi comme l'avocat, qui utilisaient aussi d'autres... bon, je passe dessus, ça fait rien, parce que je vais être trop long si je rentre dans tous les détails. Ensuite, ils consommaient beaucoup les produits de la mer, à savoir non seulement les coquillages, ce que nous appelons aujourd'hui les burgos. Non, ouais, éteigne-moi ça parce que ça me donne mal à la gorge. Et ils utilisent aussi les crustacés, les lambis, tous ces fruits de mer que vous connaissez, mais aussi quelques mammifères marins qui ont aujourd'hui complètement disparu. Un mammifère qu'on appelait le lamantin, par exemple, qui avait complètement disparu. Et c'était ça leur nourriture essentielle. Ils pratiquaient aussi la vannerie et la poterie. Et c'est d'ailleurs, c'est à partir de la poterie qu'on leur a donné le nom de type saladoïde, parce qu'on a retrouvé sur les poteries toutes les images qui représentent leur vie cultuelle et culturelle. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui parce que ça va nous faire, sauf si tout à l'heure vous posez des questions, mais on a pu trouver cela. On les connaît aussi bien, les Arawaks, grâce, enfin quand je dis grâce, vous allez comprendre le terme, grâce aux éruptions volcaniques. Parce que souvent les éruptions, lorsque ils ont recouvert les anciens villages, etc., eh bien, ont permis de conserver pour les historiens, je ne sais pas si l'éruption, quand elle faisait ça, pensait aux historiens qui allaient venir après, mais on peut permettre de conserver des choses. Alors il y a récemment, il y en a eu plusieurs, mais la dernière qui a été faite, par exemple, c'est sur Vevey, le site de Vevey, où il y avait une visite au mois d'avril. Et bien sur le site de Vevey, on a redécouvert ce grand site amérindien qui est sur les pans de la montagne Pelée. Et il y a eu là une éruption volcanique en l'an 295. C'est-à-dire que là, tout a été recouvert
Et puis maintenant qu'on fouille, eh bien, on a retrouvé les squelettes, on a retrouvé les traces des maisons, d'approcher cela. Et c'est important d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on a compris comment les vagues différentes d'Arawak qui sont arrivées dans toutes les Antilles, eh bien, comment quelquefois ils ont poussé. Alors il y a eu des fouilles, bien entendu, dans toutes les îles, hein, qu'il s'agisse de Grenade, qu'il s'agisse de Saint-Vincent, qu'il s'agisse de Sainte-Lucie. On a retrouvé cela et quelquefois, à la suite de fouilles archéologiques, on a pu mieux dater leurs différents déplacements. Alors, ce qu'on a pu constater, déjà pour les Arawaks, et qui va se perpétuer avec l'autre génération qui vient après, les Kalinago, c'est que nous avons affaire à une civilisation maritime. C'est important, je vais beaucoup insister sur cette notion, parce que la notion de civilisation maritime implique que l'idée de frontières qui existait en Europe, etc., n'existe pas pour eux. Pour eux, leur monde, c'est tout le monde insulaire. C'est toutes les îles ensemble. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on va très bien le voir avec les Kalinago, j'en parlerai tout à l'heure un peu plus longuement. Mais cette civilisation maritime fait qu'ils se sont installés beaucoup sur les bordures. Lorsque vous avez sur les bordures, dans des villages où on se réunissait dans des villages, dans des huttes autour, qui étaient regroupées autour d'un carbet. C'est la maison principale du village, le carbet. Et dans ce carbet, eh bien, se réunissait le chef et se réunissait le chef de la tribu. Et c'est de là qu'on prenait toutes les décisions, y compris de culture, hein, d'agriculture. Alors, l'agriculture était surtout le fait des femmes, et ainsi que la vannerie. Parce que les hommes, par contre, s'occupaient beaucoup plus de la pêche et de la chasse. Ça, c'est chez les Arawaks. Et puis arrive, après, un deuxième groupe, et je vais l'indiquer, il part aussi de la vallée de l'Orénoque, mais il parle surtout du sud, un peu du sud, dans ce qu'on appelle les Guyanes. Et là, les peuples qui sont là, ce sont les peuples Kalina, dont on a fait aussi beaucoup de recherches, et en particulier au Suriname, ou bien au Guyane britannique, le Caraïbe ou de Kalina. C'est un terme qui les déprécie. On les fait passer pour des cannibales. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette notion de cannibale. Et ils préfèrent employer le terme de Kalinago. Ils disent qu'ils sont les Kalinago. Si un jour vous allez visiter en Dominique la réserve Kalinago, alors les gens disent toujours la réserve Caraïbe, les Caraïbes de la Dominique, mais moi je respecte, ils ne veulent pas qu'on les appelle Caraïbes, donc il faut les appeler Kalinago. Eh bien, si vous allez visiter la réserve des Kalinago, vous allez voir comment ils viennent. Alors, eux, ils sont venus beaucoup plus tard. Ils sont venus au 8e siècle après Jésus-Christ, à la fin du 8e siècle, dans les années 700, 750, 780. Il n'y a pas de date fixe, hein, il ne faut pas croire qu'un jour ils ont décidé de prendre leur canoa, ce qu'on appelle, ce sont les grands canots des Amérindiens qui peuvent prendre jusqu'à une centaine de personnes. Ils ont décidé de prendre, et ils ont remonté les îles aussi. Mais à la différence des Arawaks, ils ne sont pas arrivés dans les grandes îles. Ils sont restés que dans les petites Antilles. Pourquoi? Eh bien parce que leur migration, qui a commencé beaucoup plus tard, au 8e, 9e siècle, et qui s'est faite par plusieurs vagues, eh bien continuait encore au 15e siècle, au moment où les Européens arrivent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire sur cette île, ils arrivent. Et eux qui arrivent et qui trouvent les Arawaks,
Alors, contrairement à ce qu'on raconte les chroniqueurs, les langues étaient différentes, c'est vrai, mais on se comprenait. Ce sont des langues, c'est un peu comme si vous parlez le créole avec un Guyanais, avec un Guadeloupéen ou avec un Haïtien, vous comprenez tout de même, même si il y a quelques mots différents. Les langues se comprenaient et par conséquent, parce qu'il y avait une même base linguistique. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément, sur la religion aussi, ils avaient les mêmes références. Mais par contre, dans le comportement, les Kalinago qui arrivent, eux, à la différence des Arawaks qui sont là déjà depuis 2000 ans, au moment où eux, ils arrivent, eux, ils viennent, ils ont plutôt une pratique de guerrier. Ils ont une pratique de guerrier, ils ont une pratique de razzia. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent dans un village, ils font une razzia. Et ils se battent contre les Arawaks qui sont là. Et naturellement, ils pratiquent les techniques des tribus antiques. C'est-à-dire que lorsqu'on a vaincu son adversaire, et surtout si l'adversaire est fort et puissant, et bien pour prendre sa force, eh bien on va consommer son cœur ou bien son cerveau. Mais ça ne veut pas dire que les Kalinago mangeaient toute la journée de la chair humaine. C'est une pratique cultuelle. Ce n'est pas une pratique ce n'est pas leur manière d'autant plus. Quand les Européens le disent, vous allez voir par la suite comment ils ont accueilli les Européens. C'est donc ces Kalinago qui se sont installés donc, au 8e siècle. Ils arrivent donc jusqu'au 16e siècle, c'est-à-dire 700 ans après. Ils sont là. Et lorsque les chroniqueurs et les Européens qui arrivent disent « Ah oui, voilà, ils ont tué les hommes et puis ils ont gardé les femmes. » Et les femmes parlent une autre langue que les hommes. Donc les femmes parlent arawak et les hommes parlent kalinago. Alors, ça c'est une ânerie, c'est un mensonge. Je veux dire qu'en 700 ans, il y a eu suffisamment de métissage pour penser que la société kalinago, c'était, sauf que les femmes dans les villages avaient gardé les pratiques, et dans les villages avaient gardé les pratiques antérieures, et que les enfants qui naissaient étaient des enfants kalinago, et que bien entendu, eh bien, les jeunes garçons, eh bien, ils entraient dans l'armée kalinago, et les filles restaient au village, et naturellement imitaient les langages différents, ou les méthodes différentes, sans que pour autant on puisse dire qu'il y avait une coupure entre ces deux populations. Ça n'existait pas, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Je veux parler de cela parce que lorsque les Européens arrivent et qu'ils retrouvent les Amérindiens, ils ont un comportement. Alors quand je dis les Européens, il faut bien distinguer les choses. Ceux qui sont arrivés les premiers dans cette région, ce sont les Espagnols. Il y a bien sûr les Portugais, mais ils sont beaucoup plus au sud. Ils sont au Brésil, je ne vais pas parler d'eux. Mais les Espagnols qui sont arrivés, ils ont une espèce d'acte qui leur a été accordé par Dieu, puisque le fameux traité de Tordesillas de 1493 dit que toutes les terres nouvelles, voyez bien le mot, elles sont nouvelles pour les Européens, elles ne sont pas nouvelles pour les Amérindiens qui y vivaient déjà, que toutes les terres nouvelles pour les Européens, terres nouvelles et terres à découvrir, eh bien vont être partagées entre les Portugais et les Espagnols. Alors les Espagnols ont toute cette partie. Et les Espagnols sont venus, pourquoi? Avec Christophe Colomb et Diego et tous les autres là qui l'ont suivi. Et bien ils sont venus pour trouver des richesses, en particulier pour trouver l'or et pour trouver des épices.
Et d'ailleurs, quand ils débarquent dans la grande île qui aujourd'hui comprend Haïti et Saint-Domingue, ils vont appeler cette île Hispaniola, la petite Espagne. Et quand ils débarquent dans cette île, eh bien dans le royaume qui se trouve actuellement dans le fameux quartier de Jérémie, la province de Jérémie en Haïti, eh bien, il y a là une reine, c'est Anacaona. Et Anacaona apparaît comme tous les Amérindiens, comme toutes les Amérindiennes, ben, elle les reçoit largement. Et pour bien les recevoir, eh bien, elle a mis tous ses bijoux, tout l'or qu'elle avait. Et alors le mythe du pays couvert d'or, El Dorado, hein, le mythe du pays couvert d'or va se développer. Et c'est ainsi qu'elle va être assassinée. Ce n'est pas l'histoire que je vais raconter ce soir, mais elle va être assassinée. Ils iront aussi à Cuba, c'est la même chose, hein, avec Uaque, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je vais pas insister. Ils feront la même chose aussi à Puerto Rico et en Jamaïque. Mais très vite, les Espagnols se rendent compte qu'il n'y a pas autant d'or qu'on leur avait dit. Et lorsqu'ils vont débarquer plutôt sur le Mexique, en Amérique centrale, au Mexique, et lorsqu'ils débarqueront dans ce pays qu'ils appellent le Pérou, c'est-à-dire le pays de l'or, le Pérou, lorsqu'ils vont débarquer au Pérou, eh bien pour eux, ces îles-là ont une moindre importance. Et en particulier, les petites Antilles, celles qui nous intéressent le plus, et celle qui est avec les Kalinago, les petites Antilles, pour eux, c'est des terres de sauvages, c'est des terres de cannibales. Il y a même des textes, voyage aux îles cannibales. Hein, lorsqu'on voyage aux îles cannibales, eh bien c'est dans ces îles. Et ces fameuses îles des petites Antilles, où ils vont voyager, eh bien il n'y a pas d'or. Et il n'y a que des cannibales, il n'y a pas d'or. Par contre, lorsque les troupes, les flottes espagnoles quittent les villes de Veracruz, de Nombre de Dios, ici, ou bien de Cartagena, de las Indias, de Carthagène, là aussi, où je monte avec la carte, je sais pas, avec la flèche, eh bien, lorsqu'ils quittent ces régions, eh bien, ils sont obligés de traverser, là, un petit peu au nord, pour reprendre ce qu'on appelle les trade winds. Parce que les navires qui vont en Europe, ou qui viennent d'Europe, avaient découvert un chemin. Il s'agissait de quitter l'Espagne, de descendre au large de l'Afrique, et là de prendre les courants, et en général, ces courants vous déposent du côté de la Désirade, de la Dominique, de la Martinique ou de Barbade. D'ailleurs, c'est le trajet de la fameuse route du Rhum. Si vous connaissez, il y a d'ailleurs beaucoup de navigateurs martiniquais, antillais ou guadeloupéens ou martiniquais qui font cette traversée. Ils vont du côté des îles du Cap-Vert, et puis là, vous laissez le bateau aller parce qu'il y a des traits. Et en passant par là, il y a dans les petites Antilles, il y a un double intérêt. Il y a un double intérêt. C'est que d'abord, comme on a voyagé près de 35 jours, et que le bateau est sale, et que quelquefois il y a de la maladie, qu'il y a le scorbut, qu'il y a toutes les maladies et tout, eh bien, on arrive dans ces îles où on peut nettoyer le bateau, où on peut se laver, où on peut faire ce qu'on appelle une égouade, c'est-à-dire faire de l'eau fraîche. Hein, faire de l'eau fraîche. Mais on peut aussi surtout trouver des fruits de mer à manger. Alors, on découvre que c'est extraordinaire là de trouver du lamentin, de trouver des perroquets. J'ai oublié de vous dire que le perroquet aussi, c'est comme ça qu'il a disparu de la région. Le perroquet est très consommé. Eh bien, on peut manger, etc., on peut se refaire. Ça, c'est important pour les Espagnols. Mais c'est surtout important
pour un autre groupe en dehors des Espagnols. Parce que je vous ai dit que l'Espagne a obtenu un permis qui lui a été délivré par le pape en disant que ces terres lui appartenaient. Eh bien, les marins français, anglais et flamands, c'est-à-dire les Hollandais, eux ils disent mais il ne peut pas y avoir autant d'or qui vient du Pérou, d'Eldorado, et qui rentre en Espagne, parce que l'Espagne est devenue une puissance extrêmement riche. D'ailleurs on dit de l'Espagne qu'elle vit à ce moment-là son siècle d'or, el siglo de oro, le siècle d'or. Eh bien, nous, on en a besoin. Et alors partent des marins, des aventuriers, des pirates, des forbans, des flibustiers, vous voyez tous les noms qu'on leur donne, hein, des flibustiers, qui viennent se cacher dans ces îles des Petites Antilles, dans ces îles des Kalinago, qui viennent se cacher là, d'abord pour faire de l'eau, mais ensuite pour attendre les navires espagnols. Parce que lorsque la flotte espagnole passe, vous savez qu'ils n'arrivent pas à être toujours ensemble. Il y a des bateaux qui vont plus vite que d'autres. Il y a des bateaux qui s'éloignent parce qu'il faut faire des bords, déborder, etc. Et en général, les pirates attaquent les navires qui sont sur le côté, qui sont à l'écart. Ils les attaquent, etc. Et naturellement, ils attaquent par conséquent des gens qui ont l'autorisation de Dieu. Ils sont donc en train de blasphémer. Et lorsqu'on les arrête, eh bien, comme jugement, ils sont condamnés, ils sont exécutés. Mais ils sont, en fait, supportés par le roi. Le roi de France, par exemple, François Ier, à qui on avait fait la remarque en 1533 qu'il y avait des flibustiers et des pirates français qui attaquaient. Il avait dit oui, bon, ils n'ont peut-être pas raison de faire ça, mais je voudrais bien qu'on me présente la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage, de manière à ce qu'on puisse me prouver que je n'ai pas le droit, moi aussi, d'envoyer mes troupes. Eh bien, ces îles, on va les appeler les portes du Pérou. C'est comme ça qu'on désignait cette région, les portes du Pérou. Et alors, pour revenir à nos Kalinago, je suis très long, je suis toujours trop long, mais c'est pour que vous compreniez le contexte. Pour revenir à nos Kalinago, les Kalinago qui sont là sont très furieux contre les Espagnols. Pourquoi? Parce que les Espagnols, quand ils cherchaient de l'or dans les grandes îles, eh bien, ils ont massacré les Arawaks et les Taïnos qui étaient là, ils les ont réduits en esclavage, mais comme ils ont cru pendant 1 ou 2 décennies qu'il y avait encore de l'or, ils n'avaient plus d'esclaves, ils descendaient dans les îles cannibales, attaquaient les Kalinago pour les emmener comme esclaves dans les grandes îles. Ce qui fait que les Kalinago sont absolument furieux contre les Espagnols. Par contre, lorsqu'ils voient arriver les Flamands, qui sont les ennemis des Espagnols, pour 2 raisons. D'abord parce que la Flandre a été pendant longtemps une province des Espagnols. On parlait des Pays-Bas espagnols, avait été une province des Espagnols, la Flandre, etc. Ensuite, deuxièmement, la Flandre est opposée aussi à l'Espagne parce que l'Espagne est dirigée par ce qu'on appelle les rois catholiques, alors que les Flamands sont calvinistes, ils sont protestants. Et que par conséquent, eux ils disent, mais nous n'avons que faire de respecter le décret du pape. Nous ne sommes pas catholiques, nous ne voulons pas, par conséquent, respecter le décret du pape. Et par conséquent, ils sont opposés à cela. Et ce sont les premiers à venir. Alors, les Hollandais, parce que c'est ça, les Flamands, Hollandais, Zélandais, ils ont les Bataves, ils ont plusieurs noms, hein, mais c'est les mêmes, c'est parce qu'il s'agit de différentes provinces.
Eux, ils ne veulent pas créer de colonies. Ce qu'ils veulent, c'est faire le commerce, trouver des produits et voler les marins espagnols, les Hollandais. Mais il y a aussi les Anglais qui viennent avec des gens comme Sir Walter Raleigh. Alors les Anglais, eux, c'est encore pire. Eux, ils vont attaquer les grandes villes espagnoles. Les grandes villes espagnoles comme Veracruz, comme Nombre de Dios, comme Cartagena de las Indias. Ils vont attaquer ces différentes villes. D'ailleurs, si un jour vous voyagez dans ces régions, ce sont des villes qu'il faut voir dans la mesure où ça a gardé un tel passé de la période coloniale. Par exemple, Cartagena de las Indias ou bien Popayan en Colombie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette ville, qui est classée d'ailleurs UNESCO, qui est classée mémoire de l'humanité, tellement, mais qui a été saccagée par un tremblement de terre il y a à peu près 20 ans de ça, et ça a été reconstruit. Hein, c'est une ville extraordinaire. Eh bien, eux, les Anglais attaquent là, avec Walter Raleigh. Et puis il y a les Français. Il y a les Français aussi qui viennent. Eh bien, les Kalinago accueillent très bien les Anglais, les Hollandais et les Français. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ne les mettent pas en esclavage comme font les Espagnols. Mais ensuite, deuxièmement, parce qu'ils sont les ennemis des Espagnols. Et que les Espagnols viennent les chasser tout le temps. Et contrairement à ce qui a été dit, et ça c'est un élément qui est important, ils ont été extrêmement bien reçus, qu'il s'agisse des Français, des Anglais et des Espagnols. Autre élément à bien comprendre, c'est que si les Espagnols arrivent en 1492 et qu'ils mettent les pieds, par exemple, dans les Petites Antilles en 1493, lorsque le deuxième voyage de Christophe Colomb, c'est en 1493, lorsqu'il arrive à la Désirade, et que de là il voit la Dominique, etc. Et qu'il donne d'ailleurs les noms à toutes les îles. Je vais d'ailleurs, tout à l'heure on va en parler, qu'il donne les noms à toutes les îles des Petites Antilles. Ce qui se passe, c'est que j'ai plus, j'allais dire, mais ce qui se passe, c'est que ces Kalinago, eh bien, vont très vite entrer en bon contact. On a par exemple l'exemple avant même la colonisation française, parce que les Français ont colonisé en 1635 la Martinique, mais ils avaient commencé par l'île de Saint-Christophe, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Kitts, en 1627. Or, si je vous dis que Christophe Colomb est arrivé en Martinique en 1502, si vous prenez 1627, c'est près de 125 ans plus tard. Donc pendant 125 ans, il y a eu un certain nombre de contacts. Et vous arriverez aux environs de 1630 à avoir des chefs Kalinago, des caciques, qui, par échange avec les Français, eh bien, prennent des noms français. C'est ainsi que vous avez Salomon. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier qu'on appelle le Cap Salomon. Eh bien, Salomon, c'est un des plus grands chefs indiens. Vous avez aussi Pilote, celui qui s'appelait Pilote, qui avait une maison, la case du pilote, qu'on a appelée après case Pilote. Vous aviez son frère, le frère à Pilote, qui était lui aussi un cacique. C'est Harley, qui a logé son frère et qui a créé les Anses d'Harley. Vous avez aussi un autre dans la côte orientale, eh bien, qui s'est appelé François, ou dire Français. C'est le nom de la commune du François. Vous avez un autre chef qui s'est appelé La Rose. C'est la fameuse commune, c'est la fameuse pointe qu'on appelle la pointe La Rose. Vous avez aussi la pointe Louis. C'est aussi des noms
de chefs Kalinago, des caciques Kalinago, qui prennent des noms de français. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas, et ça se fait dans des cérémonies de wiku, c'est-à-dire qu'on échange, même que 30 ans avant que les Français ne s'installent définitivement dans les petites Antilles, eh bien il y a déjà des prêtres qui sont arrivés en 1602 et en 1604 et qui ont catholicisé un certain nombre de Kalinago. Et les Kalinago, bon, sont contents quand ils vous reçoivent. Hein, alors je sais qu'une fois j'avais choqué des gens en parlant de la réception. Quand ils vous reçoivent, il faut vous mettre entièrement à l'aise. Alors non seulement on fait des échanges de sang, non seulement on vous donne à manger, mais on vous permet de dormir dans le même hamac que la femme du chef, hein, pour dormir. On vous reçoit largement et il y a donc toute une série de marques d'amitié. Et alors, bon, eh ben, ils sont catholiques, oui, pourquoi? Bon, même si ça ne les intéresse pas d'aller à la messe, ils ne sont pas plus croyants, mais ils sont catholiques. Parce que ça fait bien de bien recevoir celui qui est venu s'installer. Ça existe. Il y a encore un autre texte qu'on a et qui est extrêmement important, qui est en 1618, c'est-à-dire avant l'arrivée des Français. C'est un navire qui est conduit par un capitaine qui s'appelle le capitaine Fleury et qui fait naufrage. Et il naufrage avec ses marins et ils sont recueillis et de 1618, de février 1618 à avril 1619, eh bien ils sont logés dans les cités au point que lorsque le navire finalement a été réparé au bout d'un an et qu'on a pu rapatrier certains d'entre eux, eh bien il y en a qui sont restés, ils ont dit mais nous sommes trop bien là, nous sommes bien, et ils sont restés donc dans les tribus Kalinago. On a les textes, on a le témoignage, on a tout ce que raconte le capitaine Fleury sur ça. C'est la même chose aussi pour un groupe qui s'était installé. D'ailleurs, on a fait la fouille de ce côté et on a trouvé les traces de cette tribu amérindienne. C'est à l'Anstrabo, du côté de Sainte-Anne. On a donc trouvé, là aussi, ça se passe en 1622. Il y a aussi Pierre Gournier qui s'est installé en 1624 en Martinique. Et là, il s'est mis à cultiver une herbe bizarre que les Kalinago pratiquaient, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais ça fait rien. Et cette herbe, on l'appelle le pétain. Et qu'est-ce que c'est que le pétain? C'est le tabac. C'est le fameux tabac qui, lorsqu'il arrive en France, on va l'appeler l'herbe à Nico. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui s'appelle Jean Nico, qui le présente au roi de France, enfin, pas au roi, c'est à la régente de Médicis, Catherine de Médicis, qui présente cela à Catherine de Médicis, et par conséquent, on a appelé ça l'herbe à Nico. D'ailleurs, ça a donné le terme nicotine. Hein, c'est vrai. Donc, il y a toute une série d'éléments qu'on voit s'accumuler. Il y a aussi Bélin Denambuc qui fait un premier voyage, qui est un flibustier et qui s'est installé et qui a avec lui dans l'île de Saint-Christophe un certain nombre de frères de la côte, ce qu'on appelle les frères de la côte, et des gens qui pratiquent le commerce au bout de la pique. Qu'est-ce que c'est que le commerce au bout de la pique? C'est qu'on attaque les navires espagnols pour prendre les richesses. Vous voyez d'ailleurs, je vous ai donné toute la panoplie des noms, les forbans, les pirates, les flibustiers, les corsaires, les frères de la côte et ceux qui font le commerce au bout de la pique. Vous voyez donc
tout cela? Tout cela pour expliquer quoi? Pour expliquer que tant que les rapports sont des rapports de bon voisinage, eh bien, ils sont très bien accueillis par les Kalinagos. Il n'y a pas de problème. Les problèmes vont commencer lorsque, en 1626, ils s'installent d'abord à Saint-Christophe et en 1635, qu'ils s'installent en Martinique, en Dominique et en Guadeloupe. Alors en 1626, ils s'installent à Saint-Christophe. Lorsqu'ils s'installent à Saint-Christophe, ils sont attaqués d'abord par les Espagnols. Mais il y a une lutte des Anglais et des Français, parce que l'île de Saint-Christophe est occupée à la fois par des Anglais et des Français. Il y a une lutte des Anglais et des Français, mais aidée aussi par les Kalinagos contre les Espagnols. Et finalement, la flotte espagnole ravage tout ce qu'elle peut ravager, sauf qu'elle ne peut pas s'installer, elle repart. Et lorsqu'elle repart, eh bien, eux, ils reviennent avec les Kalinagos, etc. D'autant plus que parmi les Anglais, il y en avait un qui s'appelait Warrior, le guerrier. Eh bien, Warrior, le guerrier, a enfanté avec une Kalinago. Ce qui est un peu normal, je veux dire, dans le sens où les navires de pirates et de corsaires, c'est surtout des hommes. Hein? Il y a eu quelques femmes pirates, mais ça n'a jamais été ni une forte proportion, ni surtout pas une majorité. Ça a surtout toujours été des hommes massivement. Et lorsqu'ils s'installent dans les petites Antilles pour faire de la piraterie pendant plusieurs années, eh bien, il est évident que les rapports sexuels, eh bien, avec des femmes en tous les cas, ça ne peut se faire qu'avec des femmes Kalinago. Eh bien, il a un fils qu'on va appeler Indian Warrior, le fils de l'anglais de Saint-Christophe. Eh bien, on l'envoie en Dominique pour permettre aux Anglais de s'implanter en Dominique. Alors, c'est intéressant de donner cet exemple d'Indian Warrior, parce que vous voyez tout de suite qu'il y a chez les Kalinagos une double attitude. Il y a tout de suite ceux qui, non seulement ont bien reçu les Européens, anglais, français et flamands, hollandais, etc., mais il y en a qui décident de devenir leurs alliés. Et c'est le cas ici en Martinique. Lorsque, en 1635, les Français s'installent, et ils s'installent du côté de Saint-Pierre, en créant un fort en palissade, qu'ils vont appeler le fort Saint-Pierre. D'ailleurs, pendant longtemps, on a appelé cette région le fort Saint-Pierre. D'ailleurs, il existe un quartier, pour ceux qui sont de Saint-Pierre ici, ou même vous connaissez le quartier du fort à Saint-Pierre. C'est là que se trouvait le fort Saint-Pierre. Eh bien, lorsque il s'installe là, il décide de partager la terre, de coloniser, eh bien la situation change. Ce ne sont plus des gens qui viennent pour faire du commerce, etc. et tout. Ce sont des gens qui viennent accaparer les terres. Et en général, ils commencent par accaparer les terres qui sont déjà défrichées. Vous n'allez pas aller accaparer les forêts. Et les terres qui sont déjà défrichées sont les terres que cultivaient les propres Caraïbes. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et ce premier problème va créer tout de suite un conflit dès l'année suivante, et les Caraïbes vont attaquer. Les Caraïbes vont attaquer, et lorsqu'ils vont attaquer, pour arriver à une entente, les chefs français, les colons français, vont offrir beaucoup de cadeaux. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils ne savent pas cultiver encore les vivres à la manière des... Ils ne savent pas cultiver la patate, ils ne savent pas cultiver le manioc, ils ne savent pas faire ces choses-là. Or, la farine qui arrive de France, très rarement arrive en étant pourrie, souvent, à cause du voyage. Et par conséquent, ils ont besoin de 100 ans. Et une partie des Kalinagos, eh bien, une partie
va accepter de collaborer. C'est le cas de Pilote, c'est le cas d'Harley, c'est le cas de plusieurs d'entre eux. Par contre, une autre partie refusera totalement la collaboration. Une autre partie refusera totalement la collaboration, et cette autre partie qui refuse la collaboration n'est pas d'accord avec le traité que Pilote va signer en 1639, c'est-à-dire 4 ans après l'arrivée des colons français, leur installation, qui fait que toute la partie ouest, c'est-à-dire la partie qui va du Prêcheur. D'ailleurs, vous voyez la frontière qu'on a tracée et qui va jusqu'au Diamant. Toute cette partie-là est donnée aux François, aux Français. Et puis la partie est, qu'on appelle la Capesterre, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la demeure des sauvages. Je ne sais pas si vous avez vu le mot sauvage, la demeure des sauvages. Et là, c'est la demeure des François, hein, la demeure des Français. On partage cela. Et il y a un certain nombre de chefs caraïbes qui s'opposent à cela. En particulier, un qui vivait sur le petit îlet que je vous montre ici, au large de Sainte-Marie. Je ne sais pas si vous voyez, je monte là, au large de Sainte-Marie. Cet îlet, on l'appelle aujourd'hui l'îlet Saint-Aubin. Mais en fait, à l'époque, on l'appelait l'îlet Caërman. C'était le nom du chef résistant des Kalinago. C'est important à connaître parce que voilà un personnage dont on ne parle pas du tout. On va vous parler de Pilote, à qui on a donné le nom, on va vous parler de navire, on va vous parler de Harley, on va vous parler de Salomon, on va vous parler de La Rose, mais on ne vous parlera pas de Caërman. Et Caërman, sur cet îlet qui est là, eh bien, il avait... alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais tous les documents le disent. On dit que c'était un vieillard et qu'il avait 120 ans. Moi, j'ai toujours trouvé ça étrange, mais il avait compté son nombre de lunes. Le calendrier, c'était les lunes, et il donnait 120 ans. C'est-à-dire qu'il serait né dès l'arrivée des premiers colons aux Antilles. Toujours est-il, on le fait prisonnier. Il est fait prisonnier, Caërman, à Saint-Pierre. Il est mis en prison, mais il s'échappe, parce qu'il a aussi une réputation de grand sorcier. Il s'échappe, mais en s'échappant, il se fait piquer par un serpent et il meurt. Et naturellement, mais Caërman est de ceux qui se sont opposés. Il y a un autre chef qui lui avait pris un nom français, qui s'appelle Nicolas. Et bien, Nicolas aussi va être tué plus tard. Je vais parler de lui. Il y a quand même eu une résistance extrêmement forte des Kalinago, et que lorsque vous lisez les chroniqueurs, eh bien, on vous présente les Kalinago comme étant des sauvages, des gars qui ne veulent pas de la civilisation et qui, par conséquent, s'opposent aux Français, alors qu'on leur apportait une nouvelle économie, une nouvelle manière de vivre, etc. Et ça, pour moi, c'est important à signaler. Alors, les Kalinago, lorsqu'ils résistent, eh bien, ils résistent au nom de toute leur communauté. Et alors, c'est un petit peu la contradiction de cette conférence que je fais ce soir, parce que je la fais sur la Martinique, mais lorsqu'on parle des Kalinago, on ne devrait pas la faire sur la Martinique, puisqu'ils n'avaient pas la frontière martiniquaise. Leur territoire, c'était l'ensemble des îles, l'ensemble des petites îles là que je vous montre, c'est-à-dire depuis l'île de Sainte-Croix jusqu'au sud, jusqu'à Tobago. Hein. Vous voyez, c'est ça de ça qu'il faudrait parler. Et lorsque les
Kalinago protestent, eh bien, ils font venir toutes les tribus. Alors, j'ai vu des historiens martiniquais dire qu'ils ont fait une coalition. Ils ont fait venir, mais c'est parce qu'on reprend les termes des Français. Ils disent, ouais, ils nous attaquent, ils ont fait une coalition. Ils n'ont pas fait de coalition, puisque c'est le même pays pour eux. Ils ont fait venir d'autres tribus pour se battre. Et d'ailleurs, lorsqu'on attaque en Martinique, eh bien, les autres protestent ailleurs. C'est le cas. Par exemple, en 1629, à Saint-Christophe, dans l'île de Saint-Christophe, qui se trouve là. Là, voilà, ici, là où je passe la flèche. Dans l'île de Saint-Christophe, eh bien, les Français et les Anglais se mettent ensemble pour écraser les Kalinago qui les avaient aidés 2 ans auparavant contre les Espagnols. On les écrase. Eh bien, au même moment, apprenant cela, les tribus martiniquaises du côté de l'Anstrabo, apprenant que leur communauté a été attaquée à Saint-Christophe, eh bien, ils attaquent les Français qui sont installés à l'Anstrabo. D'ailleurs, les Français partent tout de suite. Ils disent, mon Dieu, si les types apprennent ça, ils vont nous attaquer. C'est la même chose qui se passe lorsque ils attaquent le fort Saint-Pierre. Eh bien, les Kalinago des Saintes attaquent les Français qui sont aux Saintes. Et quand on attaque les Français qui sont aux Saintes, eh bien, les Kalinago de Mbari-Galante brûlent toute la petite cité qui avait été créée, qu'on appelle aujourd'hui Grand-Bourg, mais qu'à l'époque, c'est pas Grand-Bourg que ça s'appelait, le nom ne me vient pas. Si vous connaissez Mbari-Galante, Grand-Bourg, là où on fait les courses de charrette, bœuf tiré, attends, je sais pas. Bœuf tirant. Les bœufs tirants, eh bien, c'était là que se trouvait le grand village des Français. Eh bien, il y a une attaque là tout de suite. Donc, j'insiste, c'est peut-être ce que j'aurais aimé que vous reteniez dans toute cette conférence qui commence à être un peu longue, mais que je vais rétrécir là. J'aurais aimé que vous reteniez l'idée que la civilisation Kalinago, qui est une civilisation maritime, est une civilisation qui n'a que faire des frontières qui existent aujourd'hui entre les îles. C'était quelque chose qui allait sur toutes les îles, et chaque fois qu'il y a eu des réactions, eh bien ça s'est fait dans toutes les îles, c'est-à-dire depuis Saint-Vincent, Grenade, Tobago, Saint-Christophe, Marie-Galante, les Saintes, la Guadeloupe, etc. Tout se faisait en même temps. Et une vraie histoire de Kalinago doit prendre tout cela en compte, même si je sais que vous êtes beaucoup plus intéressés à entendre un petit peu ce qu'on dit sur la Martinique, mais avoir l'idée que c'est une lutte beaucoup plus large. Alors, on va les exterminer, parce qu'il faut que j'aille très vite, et c'est la partie la plus importante de ce que je vais dire, même si elle sera la plus courte. Eh bien, les Kalinago n'ont pas accepté leur défaite. Lorsque, en 1635, en Martinique, arrivent des Nambucs avec 150 personnes et à peu près une trentaine d'esclaves, et bien en 1640, ils sont déjà 800, 5 ans après. Et en 1650, ils sont déjà 2000. Et ces 2000, c'est 2000 blancs. Parce qu'on a commencé aussi à faire venir des esclaves africains, beaucoup plus nombreux. Et il y a déjà près de 900 esclaves. Ils sont encore minoritaires. Eh bien, les Kalinago décident d'attaquer. Et la première grande attaque qu'ils vont mener, c'est en 1654. 1654, ils décident d'attaquer la maison du gouverneur, du parquet.
à Saint-Pierre. Cette maison du gouverneur du parquet se trouve, exactement, c'est facile à trouver, c'est là où il y a aujourd'hui l'habitation de Paz. Et là on a reconstruit le fameux château de Paz, ou l'habitation de Paz. C'est là que se trouve la maison du gouverneur du parquet. Ils partent donc de Saint-Pierre pour attaquer cette maison du gouverneur du parquet. Eh bien, ils ont fait venir des tribus de Saint-Vincent, de Sainte-Lucie, bien entendu de la Martinique, mais aussi des Saintes de Marie-Galante et de la Dominique. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais je le dis en passant rapidement, qu'en Dominique, lorsque les Français ont voulu s'installer en 1635, en même temps que la Dominique et la Guadeloupe, ils ne sont pas arrivés parce qu'en Dominique, la lutte a été beaucoup trop dure. Et ils ont été obligés d'abandonner, de passer des traités avec les gens de la Dominique. Et par conséquent, ils n'ont pas pu s'installer comme ils l'ont fait en Martinique. Eh bien, c'est cette fameuse lutte qui se fait en 1654. Et en 1654, cette lutte est exemplaire dans ce sens que dans l'armée des Kalinago, eh bien, il y a aussi des nègres marrons. Les premiers esclaves nègres marrons qui, eux aussi, se sont roucouillés. Là-bas, c'est sur eux le roucou. Se sont habillés comme les Kalinago, un peu comme ça se passe d'ailleurs à Saint-Vincent. Mais enfin, c'est une autre histoire. Chaque fois, je veux parler des autres îles sans en parler, jusqu'à ça va être trop long. Mais en même temps, je veux que vous compreniez que tout ça est lié. Hein. Eh bien, il y a donc cette lutte en 1654. Et d'ailleurs, il y a un esclave qui est tué, un esclave nègre marron, dont on ne parle pas non plus dans l'histoire de la Martinique, mais c'est le premier grand nègre marron de la Martinique. Je crois que les gens de 1-9 ont fait une émission sur Séchou. Hein, ils ont parlé de Séchou. Eh bien, Séchou, c'est le premier nègre marron qui a été exécuté sur la place de Saint-Pierre pour avoir participé à des révoltes de Caraïbes. Il y aura ensuite une autre révolte des Caraïbes en 1656. Et là cette fois-là, ils ont presque gagné. Ils ont presque gagné. On a lâché contre eux des chiens, des bulldogs. Mais le gouverneur s'est dit, bon, là c'est fini. Hein? Et au même moment, passent dans la baie de Saint-Pierre des navires flamands qui descendent et qui, avec leurs canons, vont canarder. Vous voyez bien que flamands et anglais et français s'entendent quand il s'agit d'écraser les Kalinago. 1654. Ensuite, troisième révolte sur laquelle je passe vite, mais qui est la plus importante, qui est la plus dramatique pour les Kalinago, c'est celle de 1658. En 1658, à Saint-Pierre, il y a un gars qui s'appelle Beau Soleil et qui décide de massacrer. Je vais vite, hein. C'est pour ça que je vais vite parce qu'il y a plus de détails que ça. Mais enfin, qui décide de massacrer des Kalinago. Et puisqu'il a décidé de massacrer ces Kalinago, il y en a un qui fuit et qui s'appelle Nicolas, dont je vous parlais tout à l'heure. Nicolas fuit, il plonge, mais alors on le poursuit à coups de fusil. On voit d'ailleurs des traces de sang dans la mer et il fuit. Et c'est de là que vient la fameuse légende qui a existé à Grenade, mais qui n'a pas existé en Martinique, contrairement à ce qu'on dit. Enfin bon, c'est bon pour les touristes alors. Le fameux tombeau des Caraïbes. Oui, le fameux tombeau des Caraïbes. Ça n'a pas existé en Martinique, ce n'est pas vrai. Alors. Mais moi, si ça permet de faire l'argent auprès des touristes, je ne m'oppose pas. Mais ça n'a pas existé en Martinique, le fameux tombeau des Caraïbes, mais c'est lié à la mort de Nicolas. Et après cette mort de Nicolas à Saint-Pierre, eh bien, les colons décident d'aller attaquer toute la partie orientale de l'île qui était la réserve
des Caraïbes. Et ils vont passer par ce fameux, si vous pratiquez la route de la Trace, il y a un endroit on appelle le sentier des Caraïbes. Oui, juste après le tunnel. Oui, la trace des Jésuites, voilà. Je cherchais le nom. Eh bien, c'est par cette trace des Jésuites qu'un groupe à pied est descendu pour arriver au fond Saint-Jacques, ce qu'on appelle aujourd'hui le fond Saint-Jacques. Tandis que notre groupe était passé par bateau par le nord et on va écraser à fond Saint-Jacques dans la fameuse bataille de la Case du Borgne. On va écraser les tribus caraïbes et les tribus caraïbes sont obligées de capituler et on fait un traité. C'est facile de faire un traité quand vous avez gagné. Hein? On fait un traité et le traité est signé à Saint-Christophe. À Saint-Christophe qui était colonie française, dans la ville de Basse-Terre. Si vous allez un jour à Saint-Christophe, vous allez voir cette belle ville. Vous êtes déjà passé là? Non, c'est une très jolie ville avec toutes ces petites villes. Mais à Saint-Christophe, et bien dans la ville de Basse-Terre, il y a un traité. Et ce traité est signé le 31 mars 1660. C'est une date extrêmement importante. Et ce 31 mars 1660, on dit aux Caraïbes que non seulement en Martinique, ils ont perdu leur terre et que par conséquent, ils doivent être expulsés. Qu'on leur permet d'aller s'installer en Dominique ou à Saint-Vincent, qui deviennent soi-disant des territoires neutres, et que par conséquent, ils sont expulsés aussi de Saint-Christophe, ils sont expulsés de Marie-Galante, ils sont expulsés des Saintes, et que à Sainte-Lucie, comme il n'y avait pas beaucoup de tribus de Sainte-Lucie qui avaient attaqué, à Sainte-Lucie, on va continuer à surveiller Sainte-Lucie et à surveiller Tobago. Pourquoi ce traité est important? Il est important parce qu'il détruit la civilisation maritime des Kalinago, mais parce que lui-même reconnaît à contre-courant que les Kalinago représentent une nation sur toutes les îles. C'est une nation inter-île. Est-ce que vous comprenez? Et ce fameux traité de 1660, du 31 mars 1660, qu'on a appelé le traité qui met fin aux Caraïbes, alors il met fin. Il y a encore la survivance de Saint-Vincent et de la Dominique. Il y a en Martinique pendant encore un siècle des descendants de Caraïbes, ceux qui sont restés, en particulier ceux de Pointe-la-Rose, par exemple, où le chef Larose là a reconnu sa défaite et par conséquent est resté là. Mais vous avez une civilisation qui est morte et on partage les terres. Et parmi les terres qui sont partagées dans cette région de la Capesterre, je vais conclure, tout autour de Trinité, et bien ça va être donné à un monsieur qui est un bandit qui avait tué son cousin en France, en Normandie, et qui avait fui pour ne pas être exécuté. Et ce bandit, qui est noble, eh bien on lui donne les terres, et il s'agit de Dubuc. Toutes les terres, là où il y a aujourd'hui l'habitation du Galion, la presqu'île de la Caravelle, et tout ça, et qui a des terres jusqu'au Marigot du Marigot, jusqu'au Robert, et les Dubuc, la famille Dubuc, va jusqu'en 1825 être la famille Becquet la plus riche de la Martinique, au point que parmi les Dubuc, il y en a un qui est même devenu ministre de Louis XV. C'est dire comment ils avaient du poids dans les Dubuc de la Martinique. Je veux pas. Voilà, j'ai été très long. J'espère que vous n'avez pas trop baillé. Je m'excuse de...
Bon, je n'étais pas très en forme, mais je suis prêt quand même à répondre aux questions que vous allez poser et me dire si en tous les cas ça vous a intéressé de connaître cette histoire des Caraïbes et en particulier de lever quelques ambiguïtés sur la question des Caraïbes. Bon, je remercie le 9 à nouveau d'avoir organisé ça. On va faire des...